Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast, Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis en featuring avec une légende, c'est assez spécial. On a un invité international, quelqu'un qui nous vient de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. C'est pas le rappeur, je vais citer son nom, vous allez penser que c'est un rappeur. Non, c'est pas un rappeur. C'est un ancien vendeur de stupéfiants à grande échelle, j'ai envie de dire, mais qui a eu un impact incroyable sur la musique. Donc, lorsque mon ami Bouboule de chez moi de Sarcelles m'a contacté pour me dire que cette personne passait, j'étais obligé de sauter au plafond et de dire on va le faire. Donc déjà merci à Bouboule, nous recevons l'homme que l'on nomme Freeway Rick Ross. Freeway Rick Ross. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien. Comment tu vas? Heureux de te rencontrer. Enchanté aussi. On doit parler. Yes. Et on va parler. So, t'es né au Texas? Yes. Yeah. Quand est-ce que t'as déménagé à Los Angeles? J'avais environ 3 ans. Ah, ok. Ouais, je suis un mec de Los Angeles. Ok, donc t'as été élevé à Los Angeles. Je connais rien du Texas. Ok. Où ça à Los Angeles? South Central. Oh shit. La capitale des sacs mortuaires. Yeah. Oh, si tu sais pas ce que tu fais, ouais. Yeah, j'y suis allé au moins 3 fois. 3 times. Ah oui? Pour de vrai. Next time you come, La prochaine fois que tu viens, tu dois venir me voir et je te ferai visiter le quartier. I'll take you through the hood. Merci. Mais s'il te plaît, pas dans des endroits dangereux. Tu sais, quand t'es avec moi, c'est pas si dangereux. Ok. It's okay. Thank you for that. Mec, une fois, je suis allé sur Slauson Boulevard et le croisement de Crenshaw Boulevard. Le magasin de Nipsey? Ouais, le magasin de Nipsey. J'ai acheté quelques trucs, des hoodies, des t-shirts. Et après, je suis allé me promener dans le marché aux puces de Crenshaw. Le marché aux puces de Crenshaw? Ouais, Slauson. C'est plutôt le marché aux puces de Slauson, excuse-moi. Ouais, oui, le marché aux puces de Slauson. C'est cool parce que c'est pas cher, mais par contre, c'est un petit peu dangereux quand même. Ouais, bah tu sais, beaucoup de gangs y vont. Ouais, beaucoup de bleus et de rouges. Yeah. Donc t'as grandi comme ça, t'as grandi là-bas? Ouais, j'ai grandi juste là. Dans un quartier creep? Yeah. Mon quartier, c'est Hoovers. Hoover. Yeah, no. Hoover's Crips. Yeah, no. Comme Dubsy. Dubsy est à Hoover? Oui, Dubsy c'est un Hoover. Et Schoolboy Q aussi. Yeah, Schoolboy Q. Schoolboy Q, ça je savais. Ouais. Yeah. Ok. Et il revendique Figaro. Yeah. C'est le nom de la ligne de vêtements Figaro. J'ai grandi à Figaro. Ok. Yeah. Et je suis toujours à Figaro actuellement. Oh wow. Yeah. Tu peux expliquer s'il te plaît? La seule différence, c'est que j'ai grandi à Hoover. Et maintenant, je vais à Denver Lane, Wow. qui est l'ennemi juré. Arch enemies. Wow. Yeah. Mais dis-moi, comment tu gères le fait d'avoir grandi avec plein de gangs autour de toi? Explique-moi. Bah, c'est que j'ai jamais été affilié. Mais c'est vraiment dur de pas être affilié en fait. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ma situation est différente parce que je suis allé à l'école primaire et j'ai été au collège avec les 2 camps. Yeah. Mais au lycée, je suis allé dans un autre quartier parce que je jouais au tennis. Et donc j'ai jamais été impliqué dans aucune activité de n'importe quel gang. Yeah. Ok. Et puis, je suis pas allé à l'université. Je suis revenu à South Central. J'y traîne et je fais du lowriding. Et je découvre à ce moment-là qu'il y a une guerre entre les Crips et les Bloods. Mais les Crips sont mes amis et les Bloods sont mes amis aussi. J'ai de la famille ici avec les Crips et j'ai de la famille là-bas avec les Bloods.
Et tu viens de South Central. Yeah. T'as des amis Crips, t'as des amis Bloods, mais toi, tu joues au tennis. Yeah. C'est spécial quand même. Tout le monde veut être un joueur de football américain ou un joueur de basketball, et toi, tu joues au tennis. Yeah, well, you know, Talk to me, explain me. Quand j'étais jeune, j'étais talentueux mais petit. J'étais rapide, je pouvais attraper un ballon de foot, je pouvais dribbler, jouer au basket, shooter, mais j'ai pas grandi. Alors, je suis allé au lycée et aucun des entraîneurs m'a calculé. Alors, j'ai trouvé un autre sport où je pouvais attirer l'attention et c'était le tennis. C'est probablement, à mon avis, l'un des meilleurs sports. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore le tennis. Vraiment. Mais je trouve que c'est pas ghetto, en fait. C'est pas du tout South Central. Sauf pour, ouais, voilà. Sauf pour les sœurs Williams. Ok. C'est Compton, elles viennent de Compton. Mais bon, c'était longtemps après. Mais toi, ton époque. Ouais, c'était une autre époque. C'était quand même bizarre. Et tout le monde pensait que si tu jouais au tennis, t'étais faible, que c'était un truc de fille. Mais j'ai compris la quantité de dévouement que ça me demandait. Ça m'a appris la détermination, le travail acharné, et aussi à devenir un penseur critique. Ok. Tu sais comment regarder une situation et réfléchir rapidement pour trouver une solution. Tu sais, t'as pas beaucoup de temps pour comprendre les choses dans South Central. Il y a parfois des situations où t'as pas beaucoup de temps pour comprendre. Tu dois agir en une fraction de seconde et je pense que le tennis m'a aidé avec ça. Wow. Et j'ai lu quelque part que t'étais plutôt bon au tennis en plus. Ouais, j'étais plutôt bon, ouais. J'ai même battu des gars qui sont devenus des pros. Qui? L'un de mes joueurs préférés, Lawrence King Cornbreed. Ok. Il était dans le top 100 mondial. Et aussi ce gamin qui s'appelait Jonathan Kenner. Je crois qu'il a atteint le 27e rang mondial. Wow. Et t'avais l'habitude de le battre? Ouais, je le battais à plat de couture. Mais il avait quelques années de moins que moi, alors tu connais. Ça veut pas dire grand-chose quand on sait qu'on est un peu plus âgé que quelqu'un. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi t'as pas continué dans ce sport? Tu sais, le tennis, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, je sais. Et j'étais à l'aide scolaire. Ma mère était à l'aide sociale. Quand on n'a pas d'argent, la seule façon de s'en sortir, c'était de faire appel à mon talent. Quand il a fallu passer le bac, on a découvert que je savais pas lire et écrire. Alors, c'était impossible que j'aille à l'université. Ma carrière de joueur de tennis s'est arrêtée là. Parce que tu savais pas lire? Read? Yeah, you couldn't. If you can't Ouais. read Si tu sais pas lire, tu peux pas aller à you l'université. can't go to college if you can't read. Oui, mais si t'as un talent pour le sport, pour le tennis, normalement ça devrait aller. Let's go. Yeah, but you gotta have somebody. Ouais, mais il faut avoir quelqu'un qui croit en toi et qui est prêt à mettre de l'argent sur toi. Willing to put the money behind you. I didn't have anybody. J'avais personne qui était prêt à mettre de l'argent sur moi. Tu vois, j'avais pas ce soutien. They just didn't. I didn't have that support. Ma mère, je pense qu'elle m'a jamais vu jouer au tennis. I don't think my mom ever saw me play tennis. Yeah. And my Et father. tu sais, mon père, je l'ai jamais vraiment connu. Really met my father. Je lui parlais au téléphone, mais je l'ai rencontré qu'à l'âge de 35 ans. 35 years old, so. Wow. Ok. So, Je comprends. Donc, tu dois faire de l'argent. T'es à South Central. Absolutely. Plus de tennis. Pas d'affiliation au gang. No. Comment tu fais pour faire de l'argent? En volant des voitures. Oh! C'est ton truc. Voler des voitures. Ouais, j'étais revenu à South Central. I was back in South Central now. Yeah. Avant, je venais à South Central que pour dormir. Je rentrais de l'entraînement de tennis à la maison, je mangeais, je prenais mon bain et je dormais. Ok, mais t'avais l'habitude de jouer au tennis avec des gens riches. Parce que le tennis, c'est un sport de riches. Yeah. Et après, tu devais retourner dans le ghetto, à South Central, chez les pauvres. Ouais. Otis me ramenait à la maison dans une Rolls-Royce décapotable. Wow.
Ok. So yeah. C'est une vie très spéciale. It was the people who played tennis les seuls noirs qui jouaient au tennis, c'était les noirs riches. Otis était vice-président de Motown Records et de CBS. Wow. Records, Ok. as well as CBS. Il avait créé son propre label, Beverly Glean. Ok. Et quand j'étais au lycée, il me payait pour jouer avec son fils. Wow. Tu sais, tu trouves quelqu'un de meilleur et tu veux qu'il s'entraîne avec ton fils. Yeah. Et quand je finissais de jouer, parfois il était tard. Ok. Alors il me ramenait à la maison. Et les mecs du quartier me voyaient arriver dans une Rolls décapotable. What they say? Ouais, le seul problème quand j'y pense, c'est que je lui ai jamais demandé ce qu'il faisait dans la vie. Et tu vois, j'ai pas vraiment cherché d'autres options. J'étais un peu fermé d'esprit et le tennis allait être un bon moyen de sortir du quartier. Ok. Je me suis fermé à tout le reste. Et j'aurais aimé avoir l'esprit plus ouvert. Ok. Donc là, tu voles des voitures. Mes amis m'ont emmené... tu sais, j'ai jamais assisté à une course de rue. C'est fou, non? J'ai passé toute ma vie à South Central et je savais même pas ce que c'était qu'un lowrider. Sérieux? Ouais. Mec, laisse-moi te dire quelque chose. En France, à Paris, quand on dit Los Angeles à un Parisien, il pense directement à un lowrider. Tout le monde en France pense que tout le monde à Los Angeles a un lowrider. Ouais, mais j'étais gamin et j'avais l'esprit très fermé. Je pensais qu'au tennis, je voyais rien d'autre. Je calculais même pas les femmes. Oh, ok. Seulement tennis. Mais maintenant, le tennis a disparu et mes amis m'emmènent aux courses de rue. Et alors là, je vois des lowriders. Et je me dis, oh mon Dieu, j'en veux une. Tu veux les faire rebondir? Non, pas à l'époque parce que j'en avais pas. J'étais à vélo. Ok. Mais j'ai utilisé les choses que j'avais apprises au tennis et j'ai commencé à demander à tous les gars, hey, comment vous avez eu ceci, comment vous avez eu cela? Et je suis tombé sur un gars et là, tu sais, il m'a dit comment il l'avait eu. Et il m'a dit de venir chez lui. Ok. Et j'y suis allé et le lendemain, voilà, j'étais en train de voler des voitures. Ok. C'est ta nouvelle vie. Ok. Et toi, tu volais des voitures pour faire de l'argent? Pour avoir ton propre rider? Pourquoi? Explique-moi. Je vole des voitures pour être avec lui. Et ce qu'il faisait, c'était qu'il récupérait les voitures, il démontait les pièces, puis il les vendait au carrossier. Quand j'ai commencé avec lui, j'ai commencé par être chauffeur. Il volait la voiture et il me disait où l'emmener. C'était tout ce que je faisais. Voler la voiture, l'emmener où il voulait. C'est dans mon livre. Ok. L'histoire est dans mon bouquin. Mais je vais te donner un exemplaire du livre pour que tu puisses savoir toute l'histoire. C'est trop long pour entrer dans les détails là, mais il m'a montré comment voler des voitures. Ok. Puis il a fini par se faire arrêter et aller en tôle. Donc j'ai repris son affaire. Maintenant, son business était devenu mon business. Ok. Solo. Non, je vais chercher des gars. Je vais chercher mes potes. C'est toi le capitaine de l'équipe, c'est ça? C'est toi le capitaine? Ouais, c'est ça, c'est moi le capitaine. Alors, je vais chercher tous les gars avec qui j'ai grandi, ceux qui m'ont amené à ces trucs de lowriders, parce qu'ils avaient pas de voiture. Ils roulaient à vélo, mais ils aimaient les lowriders. Je suis allé les voir et je leur ai dit, hey, les mecs, je sais comment on va rouler en lowriders. Ils me disent quoi? Et oui, je sais comment on va en avoir. Alors, on a commencé, on a créé notre propre équipe et on a fait ça jusqu'à ce que j'ai mon propre atelier de carrosserie. Ok, mais moi, je viens de France. Et dans ma tête, ceux qui ont des lowriders, ce sont des gangsters. Donc si tu voles des lowriders, tu voles des gangsters. Ouais, en fait, j'ai pas commencé par les lowriders. Ok. Au début, j'ai commencé avec des caisses normales. C'est après qu'on s'est attaqué aux lowriders. Donc vous avez volé des gangsters? Ouais, un peu, ouais. Mec, c'est dangereux, calme-toi. Très dangereux. Tu sais, quand j'étais en prison et que j'écrivais mon livre,
Je me souviens que les grands du quartier me disaient « Hé, toi, le petit, quand on ouvre la porte, tu passes par la banquette arrière et tu nous ouvres le coffre. » Donc, je me glissais jusqu'au coffre avec toutes les batteries, les fils et les systèmes hydrauliques pour ouvrir le coffre et qu'on puisse voler la voiture. Parfois, ces voitures se trouvaient juste sous la fenêtre de quelqu'un. Et la fenêtre était grande ouverte pour qu'on puisse écouter. Ils essayaient d'entendre si quelqu'un essayait de voler la voiture. Oui, vraiment dangereux. Ok, mais c'était quoi le prochain mouvement pour gagner de l'argent? Parce que voler des voitures, en fait, c'est de l'argent, mais c'est pas du gros pognon, tu vois? Non. C'était pas beaucoup d'argent, mais je voulais pas en prendre beaucoup. À l'époque, je devais avoir $200. Oh, wow. Ok. J'étais pauvre, j'étais fauché. Tu sais, il nous fallait de l'essence. Je crois que l'essence coûtait 25-50 centimes le gallon. Et on pouvait même pas mettre de l'essence dans la voiture. C'était la belle époque. C'est pour te dire combien on était fauchés. On commençait à voler les voitures. Je me débrouillais plutôt bien pour voler les voitures. Je me faisais de l'argent. $300, $400 par jour en volant des caisses. Et donc pour m'acheter un lowrider à moi aussi. J'avais 2 lowriders. Un décapotable 66 que je retapais parce que je les retapais aussi. J'avais appris à les retaper alors que j'y connaissais rien du tout. Mais tu savais le faire. Oui, j'avais appris à le faire. Un soir, j'étais en train de bosser sur une caisse dans mon garage. Parce que j'avais monté un atelier clandestin où on ramenait les voitures, on les désossait pour récupérer les pièces. Donc je bossais sur cette voiture. J'en avais 7 qui étaient volées dans mon atelier. Et là, bam, la police fait une descente. Et quoi, je termine en tôle. La toute première fois. Ouais, ma première fois en prison. Je suis en prison, ma mère paye la caution et je sors. Mais je risque 21 ans de prison. Combien? 21 ans. Pour des voitures encore? Ouais. Vraiment? 3 ou 4 ans par voiture. Les Américains, c'est des fous. Ouais. 3 ans pour chaque voiture. Je connais pas la loi parce que j'ai jamais été au tribunal. Je connais pas d'avocat, je connais rien. Je suis jeune, j'ai 19 ans. Je suis joueur de tennis. Tout ce que je sais faire, c'est compter les points sur un court de tennis, courir après une balle de tennis. Et me voilà au tribunal. Ok, mais comment t'as géré ça? T'as un avocat? Ouais, j'avais un avocat commis d'office. Mais je pense qu'il a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Un jour, j'ai un de mes amis qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Parce que moi, de mon côté, j'avais plus une thune et je voulais plus voler de caisse. Alors mon pote m'appelle et il me dit « Mec, j'ai un nouveau plan, passe à la maison. » Alors je vais chez lui et là, il pose une poudre blanche sur la table. Qu'est-ce que c'était? C'était de la coke. Ok. Il m'a dit que c'était de la cocaïne, mais je l'ai pas cru. Parce que pour moi, on voyait ça qu'à la télé, tu vois, comme dans le film Superfly. Ouais, c'était des lignes toutes blanches. Et là, à l'époque, j'adorais Superfly plus que Ash. Et je voulais devenir Superfly. Ok. C'est un Superman noir. Je lui ai dit, t'es sûr que c'est de la coke? Le mec, il me dit oui. Alors il m'a dit d'essayer. J'ai essayé pour la première fois, j'ai sniffé un peu, ça m'a pas fait grand chose. Ça m'a donné une drôle de sensation dans la gorge. Ouais. Alors là il m'a dit prends un morceau, montre-la à des gens et ils te diront si tu me crois pas. Tu vois, cette chose était de la taille d'une allumette, tout petit comme ça. Et il disait que ça valait $50. Ok. Moi, je le croyais pas, mais c'est un de mes potes qui m'avait jamais menti avant. Alors, je l'ai pris comme ça et je l'ai montré dans le quartier. J'ai grandi à Figueroa et sur ce boulevard, il y a toutes les prostituées et les macs. Je suis tombé sur un proxénète qui s'appelait Martin et je lui ai dit « Mec, regarde ça ». Il m'a dit que ça ressemblait pas à de la cocaïne parce que c'était jaune. Et il m'a dit « La cocaïne, c'est blanc ». C'était un truc tout neuf.
nouveau. Ouais. The pilot. Ouais, c'est De la cocaïne en pilule. Ouais, c'était très nouveau. Personne ne connaissait. J'ai demandé à plusieurs personnes avant d'arriver à Martine. Tu sais, je suis en train de simplifier l'histoire. Et puis, finalement, Martine est venu, il l'a cuisiné, il l'a goûté, il a dit « Waouh, ça a le goût de la cocaïne, mais j'ai besoin de la tester encore un peu. » Et puis, au final, il a fumé tout le morceau. Le macro. Ouais, le Mac, il l'a fumé et il m'a dit « Je te paierai vendredi, t'inquiète pas. » Et je suis parti un peu dégoûté. Mon partenaire était énervé. Il a voulu tirer sur Martine. Tu sais, mon pote était un creep. Ouais, et il voulait l'argent. Il voulait l'argent maintenant. Yeah. Ouais, et pas vendredi. OK. So, le macro t'a payé? Non, il m'a jamais payé. Mais il m'a rapporté mon premier client. Oh. Il m'a amené un gars plus tard dans la journée avec $100. Alors j'ai appelé mon pote qui m'avait donné la coke et je lui ai dit « Écoute mec, j'ai pas les $50, mais j'ai quelqu'un qui veut en acheter pour $100. Tu peux venir lui en apporter chez ma mère ?» Il est venu, on a fait le deal et mon affaire a démarré comme ça. Wow. Chaque fois que j'avais des clients, je l'appelais direct. Je gagnais $300 par jour. Wow. Puis mon pote qui était avec Martine est allé en prison. Et quand il est sorti, je lui ai dit « Mec, je me débrouille pas mal, mais j'ai besoin de $350 pour commencer. » Et il m'a dit « Ok, allons voler une voiture. » Encore? Ouais, mais il a dit que j'avais rien à faire, juste démarrer la voiture pour lui. Parce que j'avais appris à le faire et qu'il savait vraiment pas comment faire. Je les démarre, il fait tout le travail. Okay. C'est comme ça qu'on a eu nos premiers 3 grammes de cocaïne. Wow. OK. Alors maintenant, t'es dans un nouveau game. Et c'est la dernière fois de ma vie que j'ai été fauché. OK. Et peut-être la première fois que tu veux vraiment des gros sous. Parce que tu me disais juste avant que les gros sous, non, pas spécialement. Ah, je voulais pas toujours me faire des grosses sommes. On voulait juste se faire quoi, $5,000? OK. Avec $5,000, on aurait pu acheter des belles roues pour nos voitures, refaire l'intérieur, repeindre nos caisses, et on aurait été heureux. Et toujours en vivant à South Central. Tu voulais pas partir? Non, on vivait dans le garage de ma mère. Okay. Wow. Mais on était heureux comme ça. C'était bien. Yeah. On avait un lit, un canapé, une télé, les filles passaient, pas de problème. And your mom et ta mère savaient ce que tu faisais comme business? You about to do? Non, elle savait pas. Okay. Bien sûr que non. Ma mère était une chrétienne pure et dure. Oh, OK, yeah. Quand elle l'a découvert, elle m'a mis à la porte. Okay. Mais c'était trop tard. J'étais déjà... Tu vois, j'avais de l'argent. Tout le monde voulait que je vienne habiter chez eux à ce moment-là. À l'époque, où elle m'a mise à la porte, j'avais probablement $30 ou $40,000. Même si je gagnais de l'argent, je continuais à avoir le même style de vie. Tu sais, j'ai jamais rien acheté parce que je voulais pas que ma mère sache que j'avais de l'argent. Quand j'allais quelque part avec des nouvelles fringues, on allait ailleurs, on se changeait et on mettait d'autres vêtements. Et quand on revenait à la maison, on remettait nos vieux vêtements. Parce que comme ça, elle me demandait pas « Mais où est-ce que t'as eu ça ?» Tu connais ce genre de mère. Mais tu sais quoi? C'est bien aussi pour la police. You know? Parce que si t'as des vieux vêtements, you know, tu sais qu'ils vont pas te calculer. Ils vont te dire, il est pauvre. C'est pas un dealer. Donc c'est une bonne idée. C'est bien joué. J'en ai fait un mode de vie. Yeah, okay. Avoir l'air pauvre. Yeah. Mais that's a good move. That's a good move. Oh yeah, well, it got me. Ah oui, ça m'a permis de passer 8-9 ans dans le business de la cocaïne. Yeah. C'est une très longue période dans ce business, en vendant autant de drogue tous les jours. Tu sais, je vendais de la drogue tous les jours. Je ne prenais pas de jour de repos. J'ai connu des gars qui vendaient pendant quelques mois, puis s'arrêtaient, dépensaient tous et se remettaient à vendre. Moi, j'ai pas fait ça. Mon esprit était focus. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que Pablo Escobar n'était pas flashy, mais il était riche. Donc c'est bien joué. Moi, je trouve que c'est un bon move. J'ai lu plein de choses sur toi et sur ton business et j'ai appris que t'étais connecté jusqu'en Amérique latine. Latin America?
Yeah, ouais, c'est vrai. Mais comment? Well, first I was buying from my friend who introduced d'abord, me. j'ai acheté un ami qui joue au football à l'université. But after I was gone, Mais après, j'ai commencé à parler à d'autres personnes que je connaissais, jusqu'à ce professeur au centre de formation que je connaissais. C'est complètement fou. Et il m'a demandé où j'étais parti, parce que j'allais plus à l'école. Je bricolais plus ma caisse, car il m'aidait plus à pimper ma voiture. Okay. C'est pour ça que je suis allé à l'école aussi, pour pouvoir bricoler ma caisse. Je travaillais plus dessus, je faisais plus que vendre de la drogue toute la journée. Tu sais, je reste dans la rue à vendre de la drogue toute la journée, toute la nuit. Et ce professeur me dit, « Mais t'étais où? T'as disparu ?» Oui, parce qu'on avait un vrai lien amical. Alors tu vois, j'ai été le voir et donc il m'a dit « Alors, t'as disparu, t'étais où ?» Et je pouvais pas lui dire que maintenant je vendais de la drogue, tu vois. Je veux pas lui dire ça. Mais je veux pas non plus lui mentir. Alors, finalement, j'ai dit « Mec, je suis dans le business de la cocaïne. » Attends, mec. Donc t'as dit à ton professeur que tu vendais de la cocaïne? Yep. That's crazy, c'est complètement fou. Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, c'est mon pote aussi. C'est ton professeur, mais c'est ton ami. Ouais, c'est mon ami. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Tu sais, je pense pas qu'il m'aurait jugé. On avait vraiment une amitié, alors je lui ai dit. Et il m'a répondu, vraiment? Viens chez moi ce soir. Alors, je suis retourné au quartier, je l'ai dit à Ali, mon partenaire. Monsieur Fisher veut que je passe chez lui. Allons le voir ce soir, il a un truc à me montrer. Alors on est passé, on a commencé à parler. Et là il m'a dit, mec, tu crois que j'ai eu cette Cadillac en enseignant à l'école? Tu crois que j'ai eu cette maison et ces bijoux aussi? Et il m'a dit non, j'étais un dealer de coke moi aussi. Et j'ai quelqu'un pour toi. Mec, c'est un film. On y travaille, ouais. On travaille sur le film. We're working on the movie. Wow. So, donc il vous a donné des conseils, des trucs comme ça, stuff like that? Non, il m'a présenté quelqu'un. Wow. Ouais. Il m'a présenté mon premier contact au Nicaragua. Nicaragua. Wow. Donc t'es à South Central et t'es connecté avec quelqu'un du Nicaragua. C'est ça. Incroyable. C'est dingue. À l'époque, je payais quoi? Je sais même pas si j'achetais 30 grammes de coke à l'époque. Je crois que j'achetais 15 grammes et je devais payer genre $1,600 pour 15 grammes. $1,600 pour 15 grammes de coke. Moi, je connais pas ce game. C'est un bon prix? Pour l'instant, non, c'était élevé. Mais ok, mais à l'époque. À l'époque, si vous payez $1,600 pour 15 grammes, les 30 grammes coûtent $3,200. Donc $3,200 pour 30 grammes. Et il y a à peu près 35 fois 30 grammes par kilo. On parle donc environ de 100 et quelques milliers de dollars par kilo. 36 ounces in a kilo. Dis-toi que quand j'ai arrêté de vendre de la drogue, je touchais le kilo à $10,000. Okay. Donc le kilo est passé de $100,000 à $10,000. Ok. Yeah. De $100,000 à $10,000. Ok. Quand ils m'ont arrêté pour mon bise, c'est ce qu'ils ont dit, que j'achetais $10,000 le kilo. Wow. You got that. T'as un plug au Nicaragua. So, tu peux acheter beaucoup de cocaïne. Mais est-ce que t'as l'argent pour acheter beaucoup de cocaïne? Non, pas au début. Ok, juste un peu. Ouais, j'avais quoi, 2,000, peut-être $3,000. Ok. Mais je pensais que je me débrouillais très bien. Yeah. Tu sais, je suis passé de ne pas pouvoir acheter de l'essence à 50 cents à avoir maintenant $3,000 sur moi. Tu te sens plutôt bien. You want. Ah ouais, t'en veux plus? Je veux inviter mes potes à manger des pizzas ou aller au McDo. On va au McDo. C'est pour moi. That's for me. Prenez ce que vous voulez. Yeah, ok. Et une fois que j'ai rencontré ce gars, j'ai été capable de prendre 1 gramme de cocaïne et de faire $250-300 sur ce gramme. Mm-hmm. J'avais de la bonne coke.
J'avais de la bonne coke, de la pure. Sorti tout droit de l'Amérique latine. Ouais, elle est pas mélangée, elle est pas coupée. Elle est pure. C'est pur, ouais. Sous forme de cailloux, ouais, c'est propre. Tu commences à avoir cette réputation dans la rue, on se dit, ouais, ce gars, sa cocaïne, elle est pure. T'as cette réputation? Cette réputation, elle est venue petit à petit, ouais. Au début, j'avais pas de réputation. Ok. Ouais, tu sais, j'étais personne. J'étais un pauvre mec fauché, comme les gars du quartier nous appelaient. Ok. Pendant les courses de voitures, on avait des vieilles bagnoles. Et les gangsters qui étaient en place, avec des belles voitures, nous chambraient devant les filles. Regardez leur vieille caisse. Ouais, je vois. T'étais pas assez flashy, en fait. Ouais, et nos voitures, c'était pas trop ça. J'essayais d'avoir un niveau, mais c'était pas du tout ça. Je pouvais pas prendre mes $3000 et tout mettre dans ma voiture. Ça n'aurait pas suffi. Donc, on n'avait pas encore le niveau. Mais j'avais cette vision ce jour-là. J'ai vu que ce business pouvait me mener là où je voulais aller. Parce que maintenant, je gagnais entre $500 et $600 par jour. Tous les jours, je gagnais entre $500 et $600. Et je te parle d'une époque où à South Central, un job te rapporte $600 par semaine. Ok. Et toi, tu le faisais en une journée? En une journée, ouais. Et j'ai que 19, 20 ans. Je suis encore jeune. Hein. Et toi, tu vendais la drogue directement dans la rue? Ok. Ouais. Et dans l'arrière-cour de ma mère. Les gens venaient dans son jardin et je vendais dans son petit jardin. Tu sais, on faisait aussi des haltères. On poussait de la fonte en même temps pour devenir costaud comme les gangsters. On voulait leur ressembler. Ouais. C'est ce qu'on appelle le backyard boogie. Ouais. C'est juste qu'on s'appelait pas les Crips ou les Bloods. Mais tu sais, on voulait être costaud au cas où fallait se taper. Mais c'était pas un truc de gang. On se battait pas pour des couleurs ou un gang. T'as connu Tookie, qui repose en paix? Je connaissais Tookie. De vue, ouais, il était dans mon quartier. Mais je l'ai jamais rencontré. Quand il est allé en prison, j'étais trop jeune pour traîner avec lui. Et puis, quand j'ai commencé à jouer au tennis, je calculais même plus ce qu'il faisait. Je le connaissais pas personnellement, juste de vue. En fait, je connaissais des gens qu'il connaissait. Tu vois, là, j'ai 2 amis qui viennent de sortir de prison, qui ont fait 45 et 35 ans. Et ben eux, ils ont traîné avec Tookie. Ok. Le nom de Freeway. Pourquoi? Comment? Explique-moi tout, s'il te plaît. La maison de ma mère se trouve juste à côté de l'autoroute. Et tu te rappelles des gars qui se foutaient de notre gueule pendant les courses de voiture? En particulier, celui qui s'appelait Jake Layton. C'était un Blood. C'était un gros chez les Blood. Et c'était un des premiers à nous vanner. Oh, les junkie ass freeway boys. On avait l'habitude de désosser des voitures à côté de la maison de ma mère avant d'avoir mon atelier. Il nous voyait en train de faire de la mécanique, là. Alors, il a commencé à nous appeler les Freeway Boys, parce qu'on restait toute la journée sur le bord de l'autoroute à bricoler. C'est comme ça qu'on en est venu. Ok. Do you know... Et tu connais le rappeur Freeway, le rappeur de Philadelphie? Le rappeur de Philadelphie, ouais, je le connais, Freeway. Et il y a un lien avec ton nom? Ouais, absolument. Ouais. C'est un clin d'œil à ton histoire? Il s'agit de moi, ouais. Ok. Et t'as déjà parlé avec lui? Ouais, on se parle, on est en bons termes. J'adore ce rappeur. Hein. Ouais, je l'aime bien aussi. C'est l'autre rappeur que j'apprécie moins. J'ai lu quelque part, ici ou là, que t'étais un des mecs qui fournissait en drogue autant les Bloods que les Crips. Ouais, c'est vrai, ouais. Sachant que ces 2 gangs sont ennemis. Tu sais, moi, je viens de Paris. Et la première fois que j'entends parler des Bloods et des Crips, c'est à cause du film Colors.
Je découvre ce truc. Pour moi, c'est nouveau. Les rouges contre les bleus. Vous avez pas de gang ici? Neighborhood. Ici, c'est plus quartier contre quartier. Mais pas les couleurs comme les Crips et les Bloods. Ici, c'est quartier contre quartier. Ouais, il y a de la violence. Mais c'est pas une culture, c'est pas comme chez vous, en fait. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! C'est quoi ce truc avec la chanson d'Ice-T, Gang in LA? Les gangs de LA ne vont jamais mourir, au contraire, ils vont se multiplier. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur de Los Angeles. Les Bloods et les Crips sont de gros gangsters. Ah oui, certainement, oui. Toi, t'es Arthur Ashe, t'es en mode joueur de tennis. Et un jour, tu vas vendre de la drogue à tous ces bandits, ces mecs dangereux. Yeah. T'es OK avec ça. T'as pas peur. Ils peuvent ne pas te payer, en fait. Non, j'ai pas peur. Mais pourquoi? À cause de quoi? Parce que tu viens de ce quartier, tu connais déjà toutes ces personnes? Ouais, j'ai grandi avec ces mecs. Je les connais depuis l'école primaire, avant qu'ils soient des Crips ou des Bloods. On se battait déjà à l'époque. Je savais donc qu'ils savaient se battre. I know how good you can fight. OK. Tu connaissais le pédigré de chaque personne. Ouais, je savais qui était capable de te tirer dessus. Ce qui est rare, parce qu'on sait jamais qui est capable de tirer. Ça, c'est un monde. Donc, tu as vécu cette époque, l'époque du film Colors? Was in theater. You lived that era? Donc, à cette époque, les Mexicains et les Noirs étaient mélangés dans les mêmes gangs? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Mexicains à South Central. Il y avait surtout des Noirs à cette époque. OK, ça a changé. Ouais, ça a changé maintenant. Maintenant, c'est surtout des Mexicains. Ouais. À part Watts. Non, Watts aussi. Watts aussi? Ouais, tout South Central. Wow, OK. La plupart des Noirs maintenant sont en périphérie, Riverside. You know, je vais te raconter un truc drôle. Dis-moi, raconte-moi. Tu vois, je suis à Denver Lane. Et là, il y a un ami, un Crip de Riverside, qui passe me voir. Mais maintenant, Denver Lane est devenu un quartier de Blood. Et mon pote, il me dit, je viens peut-être de Riverside, mais ici, c'est toujours mon quartier, tu vois. Ça a changé. Il n'y a plus beaucoup de Noirs qui restent là-bas maintenant. OK, mais pour aller en périphérie, il faut avoir de l'argent. Non, c'est pas cher. OK, Riverside, c'est pas cher? Non, c'est moins cher. Ils poussent tout le monde hors de South Central. C'est la gentrification. Mais Riverside, c'est cool? Non, Riverside, c'est sûrement pire, là. Oh, shit. Parce qu'ils viennent de tous les quartiers. Et ils vont à Riverside avec leurs problèmes, en fait. Les quartiers ont été rasés, alors les problèmes déménagent en même temps que les gens. OK. Le loyer à South Central, à l'heure actuelle, pour avoir 2 chambres à coucher, c'est environ $2 800 par mois. Combien? 2800. Wow, OK. Ouais, c'est très cher. OK. À South Central. Et pour ce prix-là, t'as toujours les coups de feu des gangsters. Wow. OK. Tu nous as parlé de la cocaïne. Mais maintenant, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur le crack. Quand est-ce que le crack est arrivé dans ton quartier? Ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes en consommaient déjà du crack. Et ils le cuisinaient eux-mêmes. Ils achetaient la poudre et ils le cuisinaient. Je connais pas du tout ce game. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne? Oui, c'est de la cocaïne, oui. Il suffit de la cuire avec du bicarbonate de soude. Tu prends de la cocaïne, t'ajoutes du bicarbonate de soude et tu chauffes le tout. Le bicarbonate de soude élimine toutes les impuretés, tous les produits de coupe. Parce que les clients veulent le produit le plus pur qu'ils puissent obtenir. OK. Ils veulent pas de déchets, pas de poudre pour bébé. Ils veulent rien de tout ça dans leur cocaïne. Ils veulent juste de la coke. OK.
Alors, on prend le bicarbonate de soude, on la fait cuire et ça enlève les impuretés. La cocaïne se transforme alors en un caillou qui peut fumer. Alors voilà ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à venir tôt le matin. À l'époque, je gagne $2000 par jour. Ok, ça rigolait pas. Ouais. Ok, maintenant, c'est toi le patron. $2000 par jour. Ouais, je roule ma bosse maintenant. Je suis un vrai freeway boy. Maintenant, t'as la réputation. T'es le boss. Ok, you're big baller. Ouais, j'ai compris que les gens venaient le matin avant d'aller au travail et voulaient fumer. Mais ils n'ont pas d'ustensiles de cuisine. Alors j'ai commencé à cuisiner. Et on a appelé ça Ready Rock. C'était du crack, mais on n'a jamais appelé ça du crack. C'est le FBI et la DEA qui ont donné ce nom de crack. Ok. Comment t'as appelé ça avant? Ready Rock. Ready Rock. Parce que c'était tout prêt. Ok. Donc, tu pouvais directement la mettre dans ta pipe. Plus la peine de chercher des ustensiles, plus la peine de faire la cuisine. C'était déjà bon comme tu l'aimes. Et c'était déjà prêt. Ok. À partir de ce moment-là, mon business a décollé. Mais quand t'as commencé à vendre du crack, c'était pas du crack, c'était du Ready Rock. Ouais, Ready Rock, désolé. On appelait ça hard aussi, de la hard cocaïne. Hard cocaine, ok. You stop. Et t'as arrêté de vendre de la cocaïne dite normale? Non, je vendais toujours de la cocaïne normale, mais ça a fini par disparaître. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on cuisinait tellement, on était tellement bons que les gens aimaient la façon dont on la cuisinait. Et ils ne pouvaient pas la cuisiner eux-mêmes comme ça. Ok, donc là, tu fais beaucoup d'argent. Tu m'as dit $2000 par jour. C'est beaucoup d'argent. It's a lot of money. Non, tu sais, là, on était passé à 20 000 par jour. Mais comment t'as fait? Parce que j'ai lu. J'ai lu quelque part que tu vendais de la drogue dans tout le pays, dans tous les États-Unis. Comment t'as fait pour passer de South Central, puis toute la ville, Los Angeles, et c'est grand, à tous les États-Unis? Parce que les gens parlaient à leurs amis. Et tout le monde voulait se faire de l'argent. Tu vis à un endroit où tout le monde est pauvre. Personne n'a d'argent. Maintenant, ils voient quelqu'un qu'ils connaissent et avec qui ils ont grandi, qui gagne $40 000 par jour. Et c'est difficile de cacher $40 000. Arrive un moment où ça se voit. Avec la voiture que tu conduis, les sneakers que tu portes. Et à ce moment-là, je peux te dire que ma mère m'avait déjà mis à la porte. Elle m'avait mis dehors. Elle m'a dit « Oh, tu dois partir d'ici, là. » Parce qu'elle savait, il y avait trop de gens qui venaient me voir. Elle me demandait « Qui est cet homme dans la Cadillac? Qu'est-ce qu'il voulait ?» Alors, elle m'a mis dehors. Il faut que tu t'en ailles. Tu peux plus rester ici. Mais je gagne beaucoup d'argent. Et tout le monde veut que je vienne habiter chez eux. Alors, j'ai plein d'endroits où aller. Je vais donc chez une de mes cousines. Tout ce que je raconte est dans mon livre. Et tu devrais en faire une version française de ce livre. Ouais, clairement. Tout le monde doit connaître ton histoire. Ouais, tout à fait. Ma prochaine étape est de le sortir en français. Voilà, je déménage chez mes cousines. C'est une creep. Ok. Une vraie creep. J'emménage donc chez elle. Et maintenant, je peux travailler de la maison. Et plus dans la rue. Ok. Mais je bosse aussi parfois dans la rue. Parce qu'elle est entre la 80 et la 81e rue, qui est le quartier des Hoover Crips. C'est là qu'ils traînent, qu'ils boivent, tout ça. Je travaillais de chez elle, mais j'allais aussi dans la rue où ils traînaient tous, et je vendais dans la rue. Eux, ils vendaient du PCP. Alors, c'était un spot à PCP. Et quand je suis arrivé, les gars qui vendaient du PCP prenaient aussi du crack pour se maintenir éveillés.
keep themselves up, you know, 'cause OK. Tu sais, dans ce job, on bosse toute la nuit. À 3h du matin, à 4h du matin. Eux, ils veulent juste rester debout. Moi, je reste debout parce que je gagne de l'argent. OK. Et puis, ça a continué à s'intensifier. Et puis, je comprends mieux le game. Je rencontre plus de monde. Tu vois, contrairement aux autres, moi, j'avais pas cette mentalité. Tu sais, où les gens veulent pas s'entendre avec les autres, où ils veulent s'associer avec personne. Moi, j'avais pas ce problème. OK. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens différents, dans des domaines différents. New money. Et de l'argent frais. Ouais, et de l'argent frais, ouais. Donc, ces problèmes que beaucoup de gens ont eus, moi, je les ai pas eus. OK. Je me moquais de savoir d'où tu viens. Je me moquais du gang auquel t'appartiens. Tout ce qui m'intéressait, c'était que tu m'apportes mon argent. Et j'ai entendu dire que t'avais complètement tué le game dans l'Ohio. Ouais, l'Ohio, c'était facile à l'époque. Tu vois, si t'as pu cartonner à Los Angeles, alors je peux te dire que tu peux cartonner absolument partout ailleurs, n'importe où dans le pays. Et quand je suis allé dans l'Ohio, tu vois, par exemple, c'est quand je touchais le kilo à 10 000 euros. Et imagine-toi qu'à l'époque, dans l'Ohio, il était à 45 000 $ le kilo. Donc t'avais des bons prix. Des très bons prix. Personne ne pouvait avoir mon prix et ma qualité, tu sais. Yeah. Et t'es toujours connecté avec le Nicaragua? OK. Ouais, il me l'a porté en Ohio. Hein. Il me l'amenait directement en Ohio. Où tu veux la livraison? OK, rejoins-moi ici. OK. So, OK. But that's one thing. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je te le redis, je suis pas dans ce game-là. Parfois, je regarde la télé, je vois des reportages et tout. Et je vois les crackheads et je me dis que ces mecs-là, ils ont pas d'argent. No money. Comment vous pouvez baser votre business sur des mecs qui ont pas d'argent? Non, ils l'ont l'argent. L'une des choses que j'ai appris sur l'être humain, c'est lorsqu'il veut quelque chose, lorsqu'il veut vraiment quelque chose, il se met au boulot. Et on le cherchait le pognon. Tu sais, c'est comme moi quand j'ai vu un lowrider pour la première fois. J'avais aucune idée de la façon dont je pourrais l'obtenir. Mais je suis allé voir le film Superfly pour la première fois et j'ai eu un choc. J'ai jamais pensé que je deviendrais Superfly. Mais j'aime vraiment ce type Superfly. Vous savez, il y a une différence entre un souhait et un désir brûlant. Un souhait, c'est « Ah, j'aimerais ». Et puis tu retournes regarder la télé. Mais un désir ardent, un désir brûlant, c'est quand on souhaite quelque chose et qu'on commence à tout faire pour obtenir cette chose, pour faire en sorte qu'elle se produise. C'est à peu près ce qui s'est passé avec moi, avec la cocaïne, avec le lowrider. Et même avec la prison. Tu sais, quand je regarde en arrière dans ma vie, OK. Je savais que j'allais aller en prison, tu sais. J'étais pas idiot. Je demandais à ma copine si elle viendrait me voir quand je serais en prison, alors que j'étais jamais monté dans une voiture de police. Mais je savais que j'allais finir en prison, et je sentais que je devais y aller à cause de ce que je faisais. T'avais déjà ça en tête. Ouais, tu commets un crime, tu dois aller en prison. C'est vrai. Ça me paraît logique. Ouais, mais t'avais pas peur de ça? Non, j'avais pas peur. Tous mes amis ont été en prison. Yeah. Ouais. Et ils reviennent. Musclés. Tout le monde les adule. Ah ouais, lui c'est un vrai. Ouais, ils font la loi dans le quartier. Quand ils reviennent, tout le monde a peur d'eux. Ouais, comme Debo. Like he's Debo. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'avais pas peur d'aller en prison. Et je sentais que ça faisait partie de mon parcours. Vous savez, mon but c'était, je vais en prison, je sors et je reviens riche. Ma famille s'occupera de mes affaires et de tout. Et quand je rentrerai à la maison, tout roulera. Donc j'ai lu qu'à un moment dans ta vie, tu gagnais $3 millions par jour. 3 millions per day. Pas tous les jours. OK. Sometimes. Parfois, oui. Ouais, peut-être... 3 millions de dollars. Ouais, peut-être le premier du mois. Le 2... Je dirais, le premier du mois, peut-être 3 millions.
Le 2 du mois, 2,5 millions. Le troisième jour, 1,7 million. Et puis ça commençait à baisser. Plus on s'éloignait du jour de l'aide sociale, plus l'argent baisse. Et puis le 15 du mois, ça remonte. Wow. Et les vendredis, les jeudis, les jours de paye, ça repasse à la hausse. C'est un peu comme les cours de la bourse avec des hauts et des bas. The ups and downs. OK, t'as eu beaucoup d'argent. Moi, ça me fait penser à Pablo Escobar. OK? Il avait beaucoup d'argent, du cash, tellement de liquide, des billets que les souris et les rats les mangeaient. Et ensuite, il a eu ce deal avec Noriega, le vrai Noriega. Et il a pu mettre son argent à la banque. C'était un gros coup. Yeah, it was a big move, yo. T'as pu avoir ce genre de deal, toi? Non. No. Alors, comment t'as fait pour blanchir ton argent, en fait? J'ai dû payer des gens. Pourquoi faire? Pour faire ce que tu veux. Tu veux acheter une maison, tu payes un supplément. OK. Ils doivent gérer du cash. OK. Tu veux acheter une voiture, tu payes un supplément. Et puis, on t'apprend les combines. Mais tu sais, quand t'es un Afro-Américain, t'as pas vraiment de mère patrie. Tu peux pas dire, OK, je vais mettre de l'argent là-bas, et quand ça sera chaud pour moi, je retournerai au pays. Tu sais, on sait pas où est notre mère patrie. Alors on est un peu coincé. Et puis, ma mère, c'est une bonne personne, mais elle connaissait rien à l'argent. Donc tu dois voir quelqu'un qui sait gérer les grosses sommes d'argent. Ouais, et ça, on n'avait pas. C'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés en prison. Tu sais, on va en prison, et c'est comme si tout mon quartier était en prison, tu vois le truc? Tout le monde est là-bas. On finit par se retrouver à jouer aux échecs ensemble. Et on parle de ce qu'on va faire quand on sortira. Bon, mec, j'ai vécu les années 90 à Paris, en France. Et en France, à cette époque, quand t'es noir, tes héros sont noirs américains pour de nombreuses raisons. Okay? J'avais donc l'habitude de regarder vers les États-Unis et j'ai vu le rap arriver. Un gros business. Et j'ai entendu parler de ces dealers qui investissaient dans le business de la musique pour blanchir. Ouais, j'ai loupé le coche avec le rap. J'étais à 2 doigts. C'était ça ma question, c'était ça. Mais t'étais où? J'étais juste là. Et tu te souviens du type dont je t'ai parlé avec la Rolls-Royce? Celui qui me ramenait à la maison? Yeah. Un jour, je suis à un match de tennis. Je me détends, là, tranquille. J'avais pas envie de vendre de la drogue ce jour-là. Je suis dans un bon mood. On est en 83. J'ai un téléphone portable. Je suis à la cool. J'assiste à un match de tennis. Il y avait son fils qui jouait. Son fils, avec qui je m'entraînais. Alors, je me suis dit, je vais regarder le match, parce que c'est mon petit, je le connais celui-là. Puis il y a une baston. Alors, je m'occupe de la situation et de 2 personnes qui ont levé la main sur le gamin. J'ai géré tout ça. Crois-moi, ils ont pris cher. Il a appris ce que j'avais fait pour son fils. Et alors, il m'a dit, viens, on va sortir manger un truc. Et quand on a été manger, il a commencé à me parler de l'industrie du disque, de ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Il avait le label Beverly Glean. Et je m'intéressais déjà au rap. Je m'occupais de rappeurs. Qui? Il s'appelait Six Pack. Il venait de Chicago. Je m'occupais un peu de King T aussi. Oh, j'adore King T. Mais j'ai pas écouté King T. J'étais avec King T quelques jours avant de venir ici. Oh, j'adore ce type. Mais je l'ai pas écouté King T, ni DJ Pooh. Oui, bien sûr. J'écoutais, mais quand j'ai commencé à parler à ce type, il m'a emmené dans son bureau. Il y avait des disques de platine, Johnny Taylor, Bobby Womack. Il a découvert Rick James. Et je me suis dit, waouh, c'est lui le patron.
Ouais. Et c'est ta porte de sortie, en fait. Ouais, et t'as déjà entendu parler de Dick Griffey? Non. Solar Records. OK. Oh ouais, je vois très bien ce que c'est. Alors, il m'a emmené voir Dick Griffey. Et Solar Records, c'est le début de Death Row, en fait. Ouais, je sais. Dick m'a montré quand je suis sorti de prison. Il m'a montré l'endroit où ils avaient pris les bureaux de Suge. C'est lui qui avait fait le contrat entre Jimmy Iovine pour Suge. Alors, Otis m'a emmené voir Dick parce que je voulais me lancer dans le rap. Et ils m'ont dit, oh mec, non, le rap c'est comme le disco. Puis il m'a emmené voir Berry Gordy. Berry Gordy m'a dit, ah ouais, fais pas ça, laisse tomber le hip-hop, fais pas de rap. Fais ce que Otis te dit de faire. Ce type a des disques d'or. Ouais, c'est normal. Du coup, tu les écoutes. Ah ouais, il roule en Rolls-Royce. Ouais, tu les écoutes. Bah, depuis que je suis gamin, il a une Rolls-Royce. Maintenant, je sais ce qu'il fait. Je comprends tout à fait. Et il me dit, j'ai une fille qui chante divinement bien. Mais t'es à Los Angeles. Et à cette époque-là, il y a Ruthless Records de Eazy et NWA. Non, Ruthless Records n'existait pas encore. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ruthless Records n'existait pas encore. Il y avait juste Solar, Beverly Glen et Motown. Les seuls labels black music. Donc on est dans les années 80. Ouais, début des années 80. OK. Ruthless is OK, dans le début des années 80. Ouais, début, ouais. OK. J'allais en prison quand Eazy est arrivé. OK. Alors, il m'a dit, j'ai une fille qui chante divinement bien. C'est sur elle que tu dois mettre ton fric. Puis Dick Griffey a dit, ouais, écoute Otis, le Dick Griffey. C'était qui? Celui qui avait Babyface. Ouais. Je vois très bien ce qu'avait Solar. Midnight Star. Ils avaient ceux qui chantaient Fantastic Voyage. Ouais, il avait un immeuble de 5 étages à Hollywood. Gros studio. Les avocats. Ouais, sur l'Araby Street. Ouais. Et il me dit, le studio. Et il me dit, fais pas de hip-hop. Écoute-le. Ouais, reste funk, à l'ancienne. Alors moi, qui suis quelqu'un de logique, qu'est-ce que j'écoute? DJ Pooh qui a 17 ans? Non, pas d'argent? Ouais, pas d'argent. Je passe le voir avec ces gars et laisse-moi te raconter comment leur appartement était. C'était drôle. Quand j'ai rencontré Dr. Dre à ma sortie de prison, Dre m'a dit qu'il était dans l'appartement ce jour-là. Wow. OK. C'est complètement fou, en fait. C'est crazy. Ouais, dans l'appart, t'as des gars qui dorment par terre. On dirait une crack house. Mais pas aussi bien que ma crack house. Parce que les miennes avaient la télé câblée, des beaux canapés. OK. Wow. Et quand je passe le voir et que je vois ça, après, je retourne voir Otis. Ouais, je te comprends. Les grands bureaux. Je te comprends. Et la fille dont il me parlait, c'était Anita Baker. Wow. T'as investi sur Anita Baker? She's a legend. C'est une légende. She's a legend. C'est une légende. C'est cool. Mais l'argent du rap, t'as pas un regret? Ouais, forcément, je suis un peu dégoûté. Si j'avais pu faire les deux, j'aurais pu mettre 600 000 sur Anita et j'aurais pu donner à DJ Pooh et King T les 200 000 dont ils avaient besoin pour faire un album rap. Mais je me disais que je venais de lâcher 600 000. Alors est-ce que je voulais prendre encore 200 000 dans mon enveloppe? Parce que cette enveloppe, c'était pour acheter ma marchandise. OK. Et sans cette enveloppe, je peux pas continuer à faire de l'argent. Et puis, Otis et les autres m'ont tous supplié d'arrêter de vendre de la dope. Lui, Dick, tous. Ils m'ont dit, mec, arrête de vendre de la dope. Mais je voyais pas comment je pouvais arrêter, parce qu'une fois que j'aurais arrêté, j'allais plus avoir l'argent pour investir dans la musique. Et donc, je pouvais pas stopper. Et j'ai fini. Et j'ai fini par me faire arrêter. Wow. Pourquoi? Trafic de cocaïne. T'as pris combien de temps? Combien d'années j'ai pris? Une peine à vie. OK. Ah, c'est à cause de la loi des 3 récidives?
Ouais, pour les 3 récidives. La première fois, j'ai pris 5 ans. En vérité, j'avais pris 10. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont formé une équipe spéciale Freeway Rick pour m'attraper. Et les flics, ils ont commencé à voler de l'argent, à planquer de la drogue. Toutes les cicatrices sur mon visage, ce sont leurs chiens qui me mordaient alors que j'étais menotté. Ils ont été inculpés aussi. Alors, au lieu de me condamner à vie, ils ont réduit à 5 ans. Ouais, j'ai fait que 5 ans de prison. Wow. Mais je m'en suis sorti. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un micro sur une de mes amies pour me faire tomber. C'était mon contact au Nicaragua. Ils m'ont tendu un piège 6 mois après que je sois sorti. Donc, d'une condamnation à perpétuité, t'as fini par faire combien d'années derrière les barreaux? J'ai fait 20 ans. 20 years, 20 ans, wow. On peut dire que t'as gagné dans un sens. Ouais, bien sûr. C'était une condamnation à perpétuité et t'es là en face de moi. Ouais, j'ai l'impression d'avoir gagné le procès. Les gens aussi. Les gens me demandaient tout le temps comment vous en êtes sorti. Faut dire que j'ai fait 20 ans quand même. Mais c'est pas ce que j'étais censé faire. You champ, man. T'es un champion, mec. J'ai lu aussi que t'avais lu des livres de droit quand t'étais en prison. J'ai lu 300 livres. Ok. T'es un avocat maintenant. T'as le niveau d'un avocat. Ouais. Je pense que c'est un bon homme d'affaires. J'attends juste les opportunités pour foncer. Je viens de signer un contrat avec Universal Music Group, donc je cherche des artistes. Je travaille sur mon film avec Reginald Halding. On est en pré-production depuis 1 an. On devait commencer à tourner cet été. On a Michael Ho comme réalisateur, mais on a eu un contretemps cet été. On espère commencer à tourner en janvier ou février de l'année prochaine. Wow, ok. Maintenant parlons du film. J'ai lu dans ton histoire, dans tes mouvements, tes deals, qu'il y avait la CIA impliquée dedans. Dans ton business, clairement, il y avait la CIA. Ouais, très impliqué. Et quand j'ai vu la série de John Singleton, Snowfalls, je me suis dit que c'était la même histoire. Tu penses qu'il parle de toi? Attends, je vais te montrer un truc. Je pense que j'ai peut-être une photo de moi et de John dans ce téléphone. Ouais, qui repose en paix. Ouais, je te laisse le dire, repose en paix, hein, pas moi. Je dis pas ça, moi. Oh shit. Je dis pas à John de reposer en paix. Wow. Tu sais, John et moi, on était très souvent ensemble. Il devait réaliser mon film. Ok. C'est lui que je voulais. Je sentais que ce serait le gars parfait. Il connaît South Central. Tu peux lire ce qui est écrit en bas. C'est sa page Instagram. C'est la page de John. Ouais, je vois. Il y a plus de 20 ans, j'ai déjeuné avec Freeway Rick Ross. Je l'avais déjà rencontré quand j'étais enfant. Il était un héros pour nous dans le quartier parce qu'il avait réussi comme personne ne l'avait jamais fait dans ce game. Son histoire est incroyable. Snowfall arrive. Power, love, respect. Restez branchés. Stay tuned. Wow. C'est complètement fou. Wow. Ok. Ouais, et ils disent que c'est pas mon histoire. Yeah, ok. Il l'a lu. Je suis ok avec toi, je suis d'accord avec toi du coup. Il a lu le scénario de mon film, il a lu le scénario de Nick Cassavetes. Tu sais que Nick Cassavetes a écrit le scénario de mon film. Ok. Tu sais qui est Nick Cassavetes. Il a fait le film Blow. J'aime ce film. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai engagé. Damn. John a lu le scénario de Nick aussi. Tu l'as appelé quand Snowfall est sorti? Je l'ai vu, je pense 1 an avant qu'il meure.
C'était drôle. Un ami organisait une fête d'anniversaire. C'était dans le quartier et il m'a appelé, il m'a dit « Hey mec, viens à la fête, viens à la partie ». Alors j'y suis allé, je suis allé à la fête. Je descends les escaliers parce qu'une fille m'avait appelé et voulait participer à la fête. Alors j'y vais pour la faire entrer, je descends les escaliers et John monte au même moment. Il m'a vu et il a presque pissé dans son froc. Il m'a dit qu'il avait de l'argent pour moi et qu'il voulait me faire venir sur le plateau, tout le tralala. Mais j'étais en mode mec, t'es une ordure. Ouais, je te comprends. Il a acheté un de mes premiers livres. And he read it, et il l'a lu, et il a fait Snowfall. Il m'a donné $100 pour ça. Je pense qu'il s'est dit qu'il avait acheté les droits. Okay. $100 pour un livre à 20. J'imagine, il s'est dit, j'ai payé $100 pour les droits. Mais j'ai entendu dire qu'on faisait des choses comme ça dans le business de l'entertainment. Wow. Mais j'en avais pas la moindre idée à l'époque. Yeah. Au bout du compte, c'est toujours mon histoire. Elle a encore une place parce que les gens veulent du vrai. Ils veulent pas du faux. Je veux dire, Hollywood, c'est un drôle de monde. J'ai rencontré quelques-uns des plus gros bonnets d'Hollywood, comme Harry Emanuel, etc. Ils m'ont fait une offre, mais ils m'ont donné un prix beaucoup trop bas. C'est trop peu pour mon histoire, tu comprends? Ok. Eux, ils comprennent pas pourquoi notre communauté veut des vraies histoires. Ils veulent savoir qui sont les vrais gars. Et c'est drôle, parce que tu sais, pour s'en rendre compte, faut être quelqu'un qui a une vraie histoire, comme moi, tu vois. Yeah. Quand je vais à l'aéroport, par exemple, les gens veulent prendre des photos avec moi. Yeah. Ils m'aiment. Yeah. Yeah. Et je sais que quand mon film sortira, ces gens-là iront au cinéma pour le voir. Ouais, j'en serais, mec, j'en serais. Mais tu l'as vu, Snowfall? Ouais, j'en ai vu un peu. Et c'est crédible ou pas? Ou c'est trop abusé Hollywood? Je pense que ce que j'ai remarqué, c'est que ils saupoudrent tout le truc d'un peu de vérité et ils ajoutent par-ci, par-là un tas de conneries. Ouais, c'est Hollywood. Ouais, pour attirer votre attention. Les gens aiment les histoires vraies. C'est pour ça qu'ils aiment tant les documentaires. C'est pour ça que les gens regardent Pablo Escobar. C'est pour ça que mon documentaire est resté sur Netflix pendant 1 an et demi sur la première page. C'était comme si à chaque fois que tu allumais Netflix, tu voyais Rick Ross. Parce que c'est vrai. Les documentaires, c'est la réalité. C'est un peu plus vrai. Et ils veulent du vrai. Ils veulent pas du faux. Ils veulent du vrai. Je suis content de voir qu'il y a encore de la place. La place pour raconter mon histoire. Et on a des gens comme toi qui nous donnent l'occasion de raconter notre version de l'histoire. Parce que quand je suis allé en prison, tout le monde en a parlé. CNN, Nightline, 60 Minutes, BT, aucun d'entre eux n'a parlé de moi depuis que je suis sorti. Ouais, t'aimes bien quand t'es en prison, Jerry. Ouais. J'ai parlé à l'université de Stanford, à UCLA, à USI, à St. John's. J'ai parlé dans je sais pas combien de lycées. Et aucun média ne parle de ces choses-là. Aucune télé. Non, aucune. On parle de vous que quand vous êtes dans le mauvais. Alors je suis content qu'Internet soit là. Internet, c'est un neutralisateur pour ça. Et sans Internet, mon histoire serait probablement pas racontée. Yeah. I know. Je te comprends. Maintenant, revenons dans cette histoire de rap. Tu connaissais Ario? Ouais, je le connaissais. On était ensemble au placard. J'ai entendu dire que ce mec il était dans l'entertainment, que genre Denzel Washington, c'était son gars en fait. Ouais. Harry est brillant. C'est un homme brillant. Wow. And Death Row, et Death Row, il était avec Suge Knight. Ouais, j'étais avec lui quand il a rencontré Sudge en prison. Ok. Et
when you see, quand tu vois Death Row générer énormément d'argent à l'époque, tu te dis pas, ok, quand je vais sortir de prison, je vais monter un nouveau Death Row? J'ai découvert Da Alcoholics. Tu te souviens de Da Alcoholics? J'adore les Alcoholics. Tash, J-Ro. Ouais, je les ai fait signer. Oh, vraiment? Ouais. Quand je suis sorti de la prison où j'étais avec Cario pour aller dans une autre, j'ai entendu la chanson de Dre et Snoop, 187. Yeah, Deep Cove. Ouais. Et je me suis dit, oh merde, Harry a un tube là. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé King T. Hey King T, j'ai besoin d'un rappeur. Okay. Et j'ai toujours mes contacts avec Dick Griffey et Otis Smith. Alors je me suis lancé dans le rap. Je me suis lancé dans le rap depuis la tôle et j'avais un de mes potes qui était promoteur en chef d'Interscope. Ok, wow. Et il m'a permis de signer Da Alcoholics sur Loud Records. Ok. Je connais un peu le rap, mais je vais vraiment m'y lancer maintenant. Et j'ai un contrat avec Universal maintenant. That's cool, that's great. Alors, ils m'ont pas encore donné mon avance, mais j'ai un contrat comme tous les autres garons. Le même contrat. Si t'as le bon artiste, tu peux faire de l'argent. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un bon artiste. Parce que j'aurai les fonds. J'ai aussi une licence de marijuana à Los Angeles. J'ouvre un dispensaire dans 3 semaines. Ok. T'as déjà le nom? LA Kingpin. Oh, wow. LA Kingpin, ce sera le nom. Ok. Je fume pas d'herbe, mais c'est cool, bravo. J'ai pas besoin d'un nouveau consommateur. Je recrute pas de consommateurs. Mais si tu viens à Los Angeles et que tu fumes de l'herbe, viens pécho. Non, je fume pas. Pas toi, je sais. Clinton a dit qu'il avait jamais fumé aussi. L'herbe est comme une religion à Los Angeles. Tout le monde fume de l'herbe là-bas. Ouais, tout le monde. I know. Maintenant, on va devoir parler de Rick Ross, le rappeur. Tu sors de prison et tu t'aperçois qu'il y a un mec qui porte ton nom et qui fait du rap et qui dit qu'il vend énormément de drogue tous les jours. Et il s'appelle Rick Ross comme toi. Et il s'appelle Rick Ross grâce à toi. Yeah. Explique-moi ton état d'esprit à ce moment-là. Quand j'étais en prison, c'est là que je l'ai découvert. J'avais un club de lecture en prison où j'enseignais aux jeunes comment faire des affaires. Un jour, j'étais allongé sur ma couchette et je lisais un livre. Un jeune s'est approché et m'a dit « Mec, regarde ce type !» Il a ouvert le XXL. Ouais, le magazine. Ouais. Ce type était dedans. Il disait qu'il était Rick Ross et parlait de toutes les drogues qu'il vendait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé et j'ai commencé à essayer de trouver ce type. Qui connaissait ce type? Parce que j'étais en colère contre lui. J'ai pensé que si tu utilises mon nom, on doit être partenaires. Ouais, demande-moi. Je devrais profiter aussi. Ouais, je te comprends. I got you. C'était avant que les gens le connaissent. Oh, ok. Personne ne le connaissait vraiment à l'époque. Ok. Il n'avait pas de garde du corps et tout ça. Alors j'ai commencé à faire des démarches pour le retrouver. J'ai appelé mes contacts dans le monde de la musique. J'avais toujours des contacts. Ok. Et finalement, j'ai appelé un de mes gars à New York qui écrivait dans le magazine Smooth. Ouais, je me souviens de ce magazine. J'adore ce magazine. Et je lui ai dit, hey mec, tu connais ce type? Il s'appelle Rick Ross et il vient de Miami. Mon contact me dit, bah ouais, il sera dans mon bureau lundi. Mais t'es en prison. Ouais, je suis en prison, ouais. Mais il me dit, appelle-moi lundi à 9h et je te mettrai sur haut-parleur. Ok. J'ai donc appelé lundi à 9h. Il a décroché le téléphone. Il l'a passé au rappeur. Ok. Il savait pas qui j'étais. Ok. Il lui a pas dit que c'était Rick et il lui a tendu le téléphone. Surprise. Quand je lui ai dit qui j'étais, ce gars est passé « Oh mec, je t'adore mec !» en me disant comment il avait trouvé le nom et tout le reste. Et je lui ai dit « Faut qu'on se parle.
Parce que je veux pas vraiment te parler au téléphone. En prison fédérale, il est illégal de faire des affaires par téléphone. Il avait pris mon téléphone, ils avaient pris mon courrier, tout ça parce qu'ils disaient que je faisais des affaires. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai pas bien réussi dans l'industrie du disque, à cause des restrictions qu'ils ont imposées. Alors j'ai dit, mec, il faut que tu viennes au parloir et qu'on parle. Il m'a dit, ok. Il m'a donné son numéro et je lui ai envoyé un formulaire de visite. Il a fait comme s'il l'avait jamais reçu, ce formulaire. Puis le numéro a changé. Et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. OK. Mais pendant cette conversation, il disait qu'il me devait beaucoup, qu'il allait faire plein de choses pour moi. Mais je comprends la situation. Il était dans un endroit inconnu, sans garde du corps, et il savait pas ce qui allait lui arriver. Alors forcément, il a dit tout ce qu'il fallait dire pour sortir du bureau ce jour-là. Et depuis, j'ai pas eu de contact avec lui. Chaque fois qu'il est quelque part et que je me présente, il disparaît. J'ai jamais pu lui parler, sauf quand je l'ai poursuivi en justice. Là, il s'est présenté pour la déposition. Il a fait sa déposition, mais nous, on n'a pas parlé. Il a parlé à tout le monde dans la salle, sauf à moi. Il voulait pas me parler. Et t'as demandé 10 millions de dollars? Ouais, on a demandé 10 millions. Et je crois 40 à Universal Music Group. J'ai entendu dire que Jay-Z avait témoigné pour cette histoire? Non, il n'a pas témoigné, mais il était sur la liste des témoins potentiels, si nécessaire. Si on avait été au procès, il aurait dû témoigner. Parce que Jay-Z était le président de Def Jam quand ils ont signé. Ouais, je m'en souviens. Donc, il savait à propos de l'histoire, il la connaissait. On savait que Jay-Z savait. Ouais. Il savait. Jay-Z sait tout. Alors, on allait l'appeler parce qu'on savait que ce type savait qui j'étais. Alors que le type a dit qu'il avait jamais entendu parler de moi quand même. C'est fou. Donc, finalement, il a le droit de garder le nom. Et il fait de la musique avec ton nom. Donc, moi, j'ai besoin de savoir dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là. Tu sais, j'ai jamais été vraiment amer sur ce sujet-là. J'ai jamais été en mode « Ah, l'enfoiré, je déteste ce type. » Non, jamais j'ai été comme ça. Ouais, mais ce mec prend ton nom et un jour on découvre que c'était un maton. Comment, mec? Je savais qu'il était maton avant les médias. Oh. Les gars en prison m'avaient écrit pour me le dire. OK. C'est fou, complètement fou. Ouais, mais je le détestais pas, tu sais. Je voulais pas arrêter sa carrière. Je voulais du bien, qu'il fasse son chemin. OK, wow. Si ça marche bien, alors mon nom sera plus connu. Je veux pas que mon nom apparaisse sur un flop. Ce genre de mec qui prend un nom, il fait n'importe quoi, il vend 2 disques. Non. Je préfère un mec qui prend mon nom et qui vend 10 millions de disques. OK. Mais je savais que mon nom était solide de toute manière. En tout cas, t'es pas un haineux. Ah non, je l'ai jamais été, non. Je l'ai même jamais détesté, tu sais. Et il y a même certaines choses que j'ai faites pour lui à Los Angeles. Et ça, il le sait pas, parce que j'ai des jeunes neveux, je peux dire qu'il aime pas du tout. OK. Pas du tout. Yeah. Mais du coup, tu penses quoi de sa musique? J'écoute pas sa musique. OK. La seule raison pour laquelle quelqu'un écoute sa musique, c'est parce qu'il a envie qu'on lui mente. OK. T'as envie qu'on te raconte des mythos? Alors écoute sa musique. Combien de dopes t'as vendu et des trucs comme ça? Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne me mentir dans l'oreille. So what do you think about... Donc, tu penses quoi du gangsta rap music? T'es un célèbre dealer, ancien dealer. T'as fait toutes ces choses dont les rappeurs parlent tout le temps dans leurs textes, alors que la plupart n'ont jamais fait ça. Tu penses quoi de tout ça? Bah, ils ont niqué le game, je pense. Les gars dans la rue essayent de sortir du jeu, et eux, ils essayent d'y rentrer.
C'est le monde à l'envers. Tu deviens pas riche pour ensuite aller au centre tue les gars ou finir en prison. Tu comprends? J'ai vu Chris Brown, chanteur de R&B, qui vend beaucoup de disques et fait beaucoup d'argent. Je le vois en train de se revendiquer d'un gang. Il balance des signes de gang partout. Mec, ouais, c'est dingue. Je comprends pas. J'ai toujours voulu sortir de la rue, moi. Je voulais pas être dans un endroit où je suis obligé de porter un flingue tous les jours. Et si quelqu'un me tuait? Ou est-ce que je dois tuer quelqu'un? Je veux dire, les gens comprennent pas le type de pression dans ce style de vie. C'est beaucoup de pression. Vous vous réveillez tous les matins, c'est peut-être le dernier jour, ou alors j'irai en prison. C'est peut-être aussi le jour où je vais devoir tuer quelqu'un. Ça pourrait être le jour où quelqu'un va essayer de me tuer. Alors quand on voit ces gars-là jouer les gangsters, on se pose des questions. Tu sais, quand on regarde tous ces rappeurs qui ont été tués, tous ceux qui ont été tués au cours des 2 dernières années, les uns après les autres, on se dit que leur job est devenu plus dangereux que celui de la rue. Mais maintenant, t'as ton label, ton propre label. Est-ce que tu pourrais signer du gangsta rap dessus? Je sais pas si je veux. Tu sais, je sais pas si je veux continuer à représenter cet état d'esprit. Parce que je sais que c'est le film Superfly qui m'a fait. Je sais comment Superfly a affecté mon esprit. Tu sais, quand mon esprit était jeune et ouvert. J'imagine comment la musique rap pénètre l'esprit de nos jeunes aujourd'hui. J'ai envie de faire plus de choses comme Russ. J'aime ce que fait Russell. J'admire vraiment Russell. Il y a quelques autres gars qui sont dans le même genre, et c'est ce que je cherche davantage à faire. De la musique joyeuse, s'amuser. Ok, Tu fumes un joint? Si tu pouvais voir tous les gangsters qui fument de la weed sur le canapé en matant la TV, imagine. Je fume pas d'herbe, mais j'adore toutes les chansons qui parlent d'herbe, et je sais pas pourquoi. Parce qu'elles sont joyeuses? Ouais. Elles sont joyeuses. Ouais, c'est ça. Tu sais comment je me suis retrouvé dans le business de l'herbe? C'est incroyable. Je viens d'être libéré sur parole et un de mes amis passe et me dit « Hey, il y a une fumée de party à San Bernardino, tu devrais venir avec moi ?» Je voulais pas être dans cette ambiance fumette. Je pensais que l'herbe allait me ramener la cocaïne, alors je voulais pas y aller. Et puis il m'a dit « Vas-y, viens, t'auras beaucoup de livres à vendre. » Je lui ai dit « Tu crois ?» Je lui ai dit, tu crois? Et il a dit, ouais, alors bon, j'y ai été. J'ai pris, je crois, 5, peut-être 6 cartons de livres, et j'ai tout vendu. Alors je me suis dit, c'est bon, je peux me lancer dans le business de l'herbe. LA Kingpin arrive bientôt. Yes. Ok. Et j'ai entendu cette histoire qu'apparemment il y a des flics qui ont essayé de te piéger en mettant de la cocaïne dans ta voiture. Quelque chose comme ça? Ouais, c'était mon arrestation, ouais. Ok. Quand ils nous ont arrêtés, ouais, ils vendaient de la cocaïne. Ok. L'informateur, qui était mon fournisseur, m'a piégé. Wow. Et une fois qu'on a fait le deal, et c'était pas mon deal en plus, j'étais juste intermédiaire. Ok. Alors quand j'ai récupéré les kilos, quand ils m'ont donné les kilos, je les ai donnés à mon partenaire et j'ai sauté dans la voiture pour partir. Et ils ont essayé de me piéger et c'est parti en course-poursuite. Ok. Parce que dans ma tête, c'était mon dernier coup, mon dernier jour dans la rue. Alors il fallait que j'en sorte. Oui. Et là, t'es assis devant moi. Tu me racontes ton histoire, ton parcours. Et je me dis que aujourd'hui, ça peut être un peu dangereux de dire certaines choses, même si c'est ta propre histoire. Je pense à Rico, la loi Rico. Je pense à Kifidi, ce gangster qui a été interviewé, qui a dit ceci, qui a dit cela, et qui maintenant est en état d'arrestation pour le meurtre de Tupac. Tout ça à cause de ces interviews. T'as pas peur de ça? Bah, je suis allé au procès. Et on peut être jugé qu'une fois. Ok. Si vous allez au procès pour quelque chose,
quel que soit le résultat, c'est le résultat. Yeah. S'ils vous jugent coupable, c'est le résultat. Ils peuvent pas revenir et dire « Oh, vous avez dit que vous aviez plus de cocaïne ». Quand je suis allé au procès, ils nous ont accusés pour 100 kilos. OK. Mais lors de mon dernier procès, ils m'ont accusé de 40 kilos par mois. Mhm. Ils peuvent donc que mettre ça sur le dos. Ils peuvent pas revenir en arrière et dire « Oh Rick, on a dit qu'il faisait 100 kilos par jour, 200 kilos par jour, etc. » Donc c'est OK. Ouais, je suis bon, ouais. OK. Je sais pas ce que Kifidi savait. Ouais, parce que l'histoire de Kifidi est folle. 27 ans après. Ouais, mais il n'y a pas de prescription pour les meurtres. Yeah. La drogue, ouais, il y a 7 ans de prescription. Yeah, I know. Donc ils n'ont que 7 ans pour vous inculper. Mhm. Moi, j'ai pas vendu de drogue depuis 87, 88. Wow. Et tu t'es arrêté quand? Je me suis arrêté en 87, 88. OK. Ça fait longtemps, 30, 40 ans. That's crazy. C'est fou. Le délai de prescription est passé. OK, et avec cet argent, t'as essayé d'être dans la légalité, c'est ça? Right? Ouais. Ouais, tu veux devenir réglo. Yeah. Et t'as démarré beaucoup de business. J'ai lu que t'étais dans le business de la boxe. Ouais, je suis dans la boxe, ouais. Yeah. Je suis manager. Ouais. J'ai environ 7 boxeurs, bientôt 8. Et j'ai quelques jeunes qui arrivent pour les Jeux Olympiques. Ils veulent essayer d'aller aux Jeux Olympiques. Et s'ils y vont, je serai là pour les Jeux. Wow. Et les Jeux Olympiques seront à Paris, en France. Ouais, je reviendrai avec mes boxeurs. OK. C'est un gros move. Big move. Ouais, je suis dans la boxe. Ouais. Et comme je te l'ai dit, j'ai le dispensaire de weed qui ouvre dans 3 semaines. OK. Ensuite, j'ai les t-shirts. Ce t-shirt est dingue, mec. Je t'en ai ramené un. Mais je sais pas si t'es ta taille. C'est peut-être un peu trop petit pour toi. Ouais, je suis costaud, je suis plutôt balèze. Mais le t-shirt est incroyable. Le vrai Rick Ross n'est pas un rappeur. J'ai retraduit pour tous mes gens qui écoutent en français. C'est fou. OK. Mais t'as d'autres business? La musique, ouais. Je cherche des artistes en ce moment. Yeah. OK. Donc, s'il y a des gens ici, ils peuvent me contacter sur Instagram. Si vous êtes un artiste et bon, j'ai un deal avec Universal Music Group. Tu sais qu'ils m'ont fait sortir du bâtiment un jour? Universal Music Group. Quand j'ai suivi le rappeur et que je les ai poursuivis. Je traînais avec Lady Gaga et son équipe et ils sont venus. Oh, wow. Okay. J'étais chez Universal tous les jours. Je squattais, je mangeais là-bas. Et puis un jour ils m'ont dit « tu peux plus entrer dans le bâtiment, faut sortir maintenant. » OK. Mais j'étais à l'aéroport il y a environ 8 mois. Je sortais des toilettes et un type m'a arrêté. Et il m'a dit « Mec, t'es Rick Ross ?» Et j'ai dit « Ouais ». Et il m'a dit « Mec, je peux prendre une photo avec toi ?» Alors on prend la photo, on fait un selfie, et je l'ai regardé et je me suis dit « Il est vraiment bien sapé, il a la classe ce mec. » Je lui ai demandé « Tu fais quoi ?» C'était un blanc. Il me dit « Je suis vice-président d'Universal Music Group. » Wow, quelle vie. Okay. Donc j'ai pris son numéro de téléphone, j'ai dit « Mec, je vais me lancer dans la musique » et il m'a dit « Prends ma carte, je suis un de tes gros supporters. » Wow. Et vous avez signé un contrat? Nous avons signé un contrat il y a environ 2 mois. Wow. OK. Alors maintenant, je cherche un artiste, mais pas de gangster. Pas de meurtre, pas de vente de drogue. Mec, on parle de streaming. Tu dois à tout prix investir dans la musique latine. Ça stream énormément et pour de vrai. Fais-moi confiance. Fais-moi croquer. Je vais écouter ça. OK. That's cool, man. Tiens, je t'ai apporté un livre aussi. Oh, merci. Et on va le faire traduire en français. Il y a mon gars François là, c'est la bonne connexion pour ça. Thank you. C'est rare que je reçoive des cadeaux ici. J'ai reçu beaucoup de cadeaux aujourd'hui grâce à ce monsieur. Merci pour le cadeau. Mais c'est mon show. Et dans mon show, tout le monde repart avec un cadeau. Alors j'ai un cadeau pour toi.
All right. And I want you to... Et j'aimerais que tu expliques aux auditeurs ce que c'est. Tu prennes le temps de leur expliquer. What is that gift? OK? OK. Une photo d'Arthur Ashe, mon gars, en plein revers. Yeah. C'est drôle, mes enfants ont gagné un tournoi hier. Ils ont joué au tennis. Ouais, ils ont joué hier. OK. Yes, my man. Ouais. Merci. Hey, de rien, mon frère. Je le ramène en Amérique avec moi. Yeah, voilà, pour de vrai. C'est la première photo que j'ai d'Arthur Ashe. Quoi? La première fois que j'ai une photo d'Arthur Ashe, ouais. OK. Oh. Je suis content alors. Tu regardes encore le tennis? Ouais, j'ai regardé Coco. Ouais, j'aime bien Coco aussi. Et je suis aussi Djokovic. Oh, c'est un roi. C'est un roi, mec. OK. Merci beaucoup. Non, merci. Merci à toi. C'était un plaisir. Allez, salut. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.